Bonsoir à tous, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore dans le cadre de cette nouvelle édition de Le Grand Soir. Et nous bloquons la série ouverte depuis lundi et qui a jeté un regard sur le climat d'insécurité au Cameroun, sur les dérives morales de plus en plus enregistrés au sein des établissements scolaires, sur les crimes odieux et insupportables enregistrés au Cameroun ces derniers temps. Et vous avez entendu les différents intervenants en direct ou par téléphone qui ont parlé d'une société qui connaissait des problèmes, de la famille qui semble avoir démissionné, des milieux éducatifs qui semblent avoir reculé. Est-ce que finalement, face à cette insécurité, à ces crimes, à ces dérives morales, au désordre urbain de plus en plus enregistré, est-ce que tout le monde est finalement coupable lorsqu'on écoute les uns et les autres? Y a-t-il une échelle de priorité en termes de culpabilité face à cette situation? On va en parler avec nos invités ce soir qui sont déjà pour la plupart installés. Nous tenons à saluer quelques téléspectateurs fidèles, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Doumé, qui nous suit régulièrement. Monsieur le sous-préfet, bonsoir, et c'est un plaisir de savoir que vous faites partie des réguliers de ce programme. On salue également monsieur le maire de la commune de Garigombo et toutes les populations là-bas qui s'apprêtent à accueillir monsieur le ministre de la Jeunesse dans le cadre du lancement de la onzaine de la jeunesse du 1er 11 février. Et c'est Garigombo, dans la Boumba Ngoko, qui a été choisi et qui va accueillir le ministre Mounouna Futsu et la délégation et tous ces gens qui iront lancer les festivités de la fête de la jeunesse là-bas. On salue donc Garigombo, les populations, monsieur le maire, les autorités administratives de ce côté. Accueillons nos invités. Commençons par accueillir docteur Fabio Tama Vital. Il est enseignant chercheur du côté de Perpignan, c'est en France. Il est sémioticien. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et merci pour l'amitié que vous me faites d'être sur votre plateau. Je voudrais, si vous avez convenance, passer également le bonsoir à 3 aînés de la République. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler des mots, de la violence, mais il faudrait reconnaître également que la République reste debout. Je pense comme ça à M. Gervendo, le président du Conseil régional du Sud, qui est pour moi un motif d'espoir pour ce peuple camerounais à travers les actes et les actions posées. Je pense également à M. le secrétaire général de la présidence. Au-delà de tous les faits qui lui sont généralement reprochés, je crois que c'est un très grand responsable administratif qui œuvre au quotidien pour le bien de notre République. Et je termine par le ministre de l'administration territoriale, qui était né, le ministre Tangandi, qui également est un homme d'action. Donc lorsque j'ai dit ça, je passe également un coucou aux populations des ceux dans la Moufoua Famba qui sont certainement connectés et scotchés avec nous actuellement. Lorsque vous saluez toutes ces hautes personnalités de la République, on a l'impression que pour vous, il vaut mieux ne pas le manier là maintenant, sinon... Ah non, c'est pas ça. Bon, vous savez, le président de la République a son agenda et je préfère ne pas commenter ces actualités-là. Restons prudents. Ce sont vos amis, non? Non. Ça veut dire que vous êtes inquiet que si ça change, ils vont sortir du gouvernement. Ils pourraient sortir du gouvernement. Non, du tout, Jean-Jacques. Nous restons républicains. Nous attendons que le président de la République nous sorte le gouvernement dans quelques jours. Dans quelques jours, je précise. Donc, le Moulinek, c'est votre ami? C'est un bon ministre. Un très bon ministre. Un très bon ministre. Le ministre de l'administration territoriale. Effectivement. C'est pas drôle. Pas de commentaires, Jean-Jacques. Je préfère que nous nous en tenons. Faut argumenter. Nous en tenons simplement à qualifier ces ministres de bons parce que, au regard des faits, ce sont des ministres d'action. Ils sont dans l'action, dans le champ de l'action. Donc c'est sur la base de cela que nous nous permettons de pouvoir passer un salut républicain à ces 3 dirigeants, aux 3 hauts dirigeants. Gervendo, le tout nouveau président du Conseil régional donc, du Sud, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, et le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Tangandi. Vous avez tenu à saluer ces personnalités, c'est votre droit. Accueillons Bertrand Bama, qui est analyste sociopolitique, qui est enseignant. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis content d'être ici parmi vous. Moi, je vais également emboîter, pas emboîter le pas, c'est vrai que le collègue a déjà fait cela, saluer quelques ministres qui méritent d'être encore dans ce gouvernement-ci. Ah bon? Oui. Ça devient intéressant. Oui. Okay. C'est vrai qu'il a donné un nom. J'aime ce nom, j'aime ce monsieur, Paul Tangandi. Vous aimez Paul Tangandi? Oui. Il travaille beaucoup.
on a vu lors des élections, avant les élections même, il a sécurisé le territoire. Il a chassé, pas qu'il a chassé, en fait, il a freiné certaines actions de certains hommes politiques véreux. Et même après les élections, on a vu qu'il était toujours sur le terrain. Et aujourd'hui, il est au niveau des ordures. Donc, il mène un combat vraiment pour le développement et le progrès de ce pays. Le ministre Paul Atang a dit veut vraiment que le Cameroun reflète vraiment un pays qui attire, un pays attractif. Dans presque tous les domaines, il est là. Et j'apprécie cela. On a besoin des hommes comme ça. Exactement. Des hommes, on a dit d'action. D'action, oui, tout à l'heure. Il est très efficace. Même s'il est présenté par certains de l'opposition comme le véritable cauchemar de l'opposition au Cameroun. Vous savez, le microbe ne verra jamais que l'antibiotique est son ami. Vous allez ajouter autre chose. Oui, un peu non. Donc, il est déjà Moulinex, il est shérif de la République. Maintenant, vous ajoutez l'antibiotique. Donc c'est un grand monsieur. Il y a également le ministre Joseph Lé qui a fait du bien aux fonctionnaires. Je fais partie de cela. Vous recevez régulièrement les messages? Et bien sûr, j'ai eu mon message dernièrement. Le 25? Non, on a envoyé ça avant, même avant le 25, c'était déjà prêt. Donc il y a encore le salaire dans vos poches. Donc, on n'est que le 29. Et sans oublier également mon ministre, mes ministres, parce que je parle des ministres Jacques Famdongo, je parle de Pauline Nalova Lyonga. Ce sont également des gens, je ne peux pas quand même citer d'autres sans je ne peux pas laisser la maison et citer les autres. Vous ne citez pas l'éducation de base? Bon, c'est vrai. Merci beaucoup pour ce rappel. Vous savez, j'ai déjà effacé ce côté dans ma tête. Bon, le ministre Laurent Serge Toundingwa, il travaille également très bien. Il travaille également très bien. Il y en a qui doivent partir, je préfère taire les noms, mais on connaît déjà. Donc, je souhaite vraiment bon vent à ceux-là. Si le président pouvait m'écouter, il maintenait ces ministres-là à leur poste. Et Jean-François Toundé, bonsoir. Vous êtes juriste, vous êtes un homme politique, vous êtes un conseiller municipal. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'amitié de m'inviter à nouveau. Moi je pense que d'entrée de jeu, s'il fallait saluer des populations, ce seraient celles qui sont la base militante du RDPC. Vous faites bien de rappeler que je suis conseiller municipal et j'en suis donc un élu de l'arrondissement de Bangassina et c'est avec beaucoup de joie que j'adresse mon bonsoir à ces populations et surtout aussi pour élever une action forte qui a été menée là-bas tout récemment par le maire qui, n'est-ce pas, grâce aux délibérations du conseil municipal, a pu obtenir une pelle chargeuse qui va aider, n'est-ce pas, à désenclaver cet arrondissement que, comme vous savez, c'est un bastion agricole, mais qui souffre d'un grand problème d'enclavement. On s'est dit qu'avec cette pelle chargeuse, on pourrait tout au moins traiter les points critiques. La pelle chargeuse, il faut charger quelque chose. Tout à fait. On va charger on va charger les creux, les nids de poules, qui, n'est-ce pas, empêchent une bonne circulation sur les pistes rurales. C'est déjà ça, ce n'est pas suffisant, mais déjà d'avoir ce matériel, c'est un aspect important qui montre qu'il y a une réelle volonté d'aller vers le développement, d'aller vers la prise en charge des problèmes de population. Et je voudrais donc, je voudrais donc en tant que conseiller municipal, l'encourager et transmettre donc cette information à tous ceux qui, n'est-ce pas, au Jean Bangassina, n'auraient pas encore eu la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui arrive à la fin du mandat. Ben, le mandat est à la fin, mais le développement, lui, il doit se poursuivre. À dessein ou pas, ce qui est important, vous étiez où depuis pour ne pas avoir la ce qui est important, c'est que attendez seulement la fin là. Ce qui est important, c'est qu'on a acquis un outil qui, n'est-ce pas, va aider avec l'équipe actuelle ou l'équipe à venir à répondre aux besoins de désenclavement. À Bangassina, c'est dans le Mbam. Dans le Mbam Ekim, à 120 km de Yaoundé, c'est une localité assez importante qui, n'est-ce pas, fait la fierté de la région du centre en termes de production agricole, mais qui malheureusement est restée enclavée au point où... Et l'enclavement n'est pas qu'au niveau de l'infrastructure routière,
il est même au niveau des transports, au niveau numérique, au niveau... Bref, c'était un arrondissement qui a encore beaucoup de difficultés, qui mériterait que ce nouveau septennat puisse lui accorder un certain intérêt. Et la jeunesse là-bas, elle est dynamique, les femmes sont dynamiques, mais il manque des infrastructures de base. Donc vous êtes à une centaine de kilomètres de Yaoundé. À 120 km de Yaoundé. 120 km de Yaoundé. Donc vous avez les mêmes problèmes que Doumenta. À peine 1h30 de voyage et on est à Mangassina. Vous avez les mêmes problèmes que Doumenta. Curieusement. Que Garigombo. Curieusement. Mais nous gardons confiance et espoir que les choses vont s'améliorer. D'accord, merci d'être venu participer à ce programme. Vous ne saluez pas les ministres? Je pense que je ne saurais me risquer sur ce terrain parce que les points que certains donnent peuvent être subitement retirés par d'autres. Et comme c'est un choix libre, moi, si j'avais à saluer quelqu'un, je saluerais le gouvernement, tout en relevant que le fait d'être retiré du gouvernement n'est pas quelque chose de fatal. Le fait toujours de présenter que tel doit partir, c'est comme s'il y en a qui doivent rester là parce qu'ils sont bons. Aucun ministre ne doit plus rester dans ce gouvernement. Lorsqu'on a passé plus de 5 ans à un poste, 9 ans à un poste, quelle qu'en soit l'efficacité qu'on a, la compétence qu'on doit pouvoir, c'est de la place. Donc moi, je ne pense pas que c'est parce que certains ont bien travaillé qu'ils doivent rester et que d'autres seraient une sanction. On n'a aucun élément pour mesurer que ceux qui n'ont pas travaillé là ne l'ont pas vraiment fait. À mon sens, le point objectif du point de vue du droit, c'est qu'il y a une réglementation. Après un certain temps à un poste, 3 ans renouvelables, 2-3 fois, 9 ans maximum. C'est pour les DG, c'est pas pour les ministres. Oui, mais cela peut s'étendre à toutes les fonctions électives. Ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Le ministre n'est pas élu. J'ai dit, lorsqu'on t'a nommé et que tu as mis 3 ans à un poste, 4 ans à un poste, on le voit ailleurs. On peut légitimement penser que vous pouvez céder la place. Donc, ce n'est pas une question de récompense de ceux qui auraient bien travaillé ou pas. Et j'ai dit, nous n'avons aucun élément pour prouver que ceux qu'on accuse de ne pas bien travailler là ne le font pas. Par contre, d'autres vous diront que parmi ces qu'on fustige, c'est même là-bas que se trouvent les meilleurs. Exemple. Je n'ai rien contre le ministre des Travaux publics. Oui. Pourtant, toute l'actualité semble dire que c'est la personne qui n'est pas sa place. Parce qu'on communique mal. Parce qu'on communique mal. Parce qu'on n'est même pas au fait de ce qu'il fait. Parce qu'on communique d'abord mal à la base. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui est en mesure d'avoir toutes les routes qu'on souhaite avoir? Est-ce que ce qu'on met à la disposition du ministre lui permet de faire qu'on communique bien? Parce qu'on a malheureusement l'impression que ceux qui viennent sur les plateaux viennent sur Biamosgo ou Biamosé, mais on ne donne pas la bonne information. Est-ce que la dotation, est-ce que l'État du Cameroun, moi je connais l'ancien ministre des Travaux publics qui disait que tout ce que vous racontez là, tant qu'on n'a pas consacré au moins 15% du budget seulement à la route, on n'aura pas de route. On va taper sur les ministres du matin au soir. Mais est-ce que ça va être ça la solution? Bertrand, toi tu restes... on est quand même à la fin du mois de janvier. Les prochains jours commencent à se faire attendre longtemps. Là, la pression a baissé. On ne parle plus du remaniement. C'est fini, c'est bouclé, on passe à autre chose. Non, c'est pas bouclé. Vous savez, moi, parfois, je suis un peu dépassé quand j'entends certains militants du RDPC parler. Eux-mêmes, ils ont dit que le président de la République est le maître de son agenda. Mais il avait dit dans les prochains jours, attendons, peut-être les prochains jours, pour lui, une journée était comme 3 mois. Attendons, c'est le président qui maîtrise. Mais Jean-Jacques, un jour reste jour. Est-ce qu'il y a une façon? Oui, Jean-Jacques, vous savez. Un jour, c'est 48 heures, 24 heures, pas plus. Un président ne dirige pas seul. Il a autour de lui ses conseillers, des gens. Et ce gouvernement, certainement, je dis certainement, il y a des guerres qui se déroulent à la présidence de la République. C'est chacun qui veut faire passer son petit ami, son copain. C'est tout ce qui bloque actuellement. C'est le résultat de la longévité de ce gouvernement. Bien sûr, c'est ce qui bloque. Les gens ont eu le temps de créer les réseaux, de fissurer, de bloquer à gauche et à droite. Si vous ne mettez pas autant de temps, vous ne pouvez pas le faire. Alors, si le président vient maintenant et dit Jean-Jacques, essaie de me faire les propositions. Jean-Jacques mettra ses amis. Non, je ne vais même pas sortir ici. Il part là-bas. Oui. Jean-Jacques mettra ses amis, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de listes. Il faut donc faire passer quelle liste. C'est ce qui bloque actuellement. Et Jean-Jacques, moi, je trouve ça bizarre. Ce n'est pas bien. Normalement, au lendemain de la prestation de serment du président Paul Biya, un gouvernement devrait déjà être mis sur pied. On ne devait même pas trop attendre. Regardez, ce sont les mêmes ministres qui ont défendu les budgets.
Et ce sont les mêmes ministres qui veulent encore s'accaparer de ces budgets-là. Ce n'est pas bon. S'accaparer ou bien gérer? Bon, moi je dis s'accaparer. Puis si vous voyez gérer, moi je dis s'accaparer. Puisque ce qu'on voit là, on ne gère rien. Rien que pour arriver ici là, vous connaissez les tracasseries qu'il y a, la poussière partout, tout est gâté, les poubelles à gauche, à droite. Qu'est-ce qui marche? Rien. Il faut bouger, il faut changer. Tant qu'on reste là, Jean-Jacques, on ne peut pas avancer. Il faut un nouveau souffle. Mais ça bouge déjà, il y a les brouettes qu'on a remises, les pelles, les râteaux, ton ami à Tongandiana. Oui, vous voyez, mon ami est obligé de venir dans un secteur. Il est obligé de venir dans un secteur. Même comme on va dire, il fait quoi là-bas? Non. Ce qu'il fait est bien. Il faut passer même à la répression parfois. Parce que parfois le laxisme entraîne les Camerounais à faire plusieurs dérives. Quelqu'un va te dire demain que, Aka, il prend une bouteille d'eau, il prend une bouteille vide, il jette, il te dit, c'est ton problème, tu me parles pourquoi? Paul Biya va venir ramasser ça. Est-ce que c'est Paul Biya qui doit venir ramasser cette bouteille? Il faut sanctionner. Donc, moi je pense que si le président de la République attend encore comme il attend là, ça n'aide pas le Cameroun et ça n'aide pas les Camerounais. Je vous donne lecture de ce communiqué et puis derrière, on va saluer nos différents partenaires. Tous les membres sympathisants, élites, forces vives, intérieures et extérieures du groupement ELEGA sont conviés à l'Assemblée générale ordinaire de l'association du comité de développement du groupement ELEGA qui se tiendra le dimanche 8 février 2026 de 12h à 18h à la chefferie 2e degré du groupement ELEGA en colon 1. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous et de chacun est vivement souhaitée. C'est signé le président Patrice Mbala. Depuis à Kono, ce communiqué tient lieu de convocation ou d'invitation individuelle. On va prendre un verre d'eau et puis on retrouve nos invités derrière. Tenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Retour sur le plateau pour recevoir un autre partenaire, les Makuma qui est en train de s'installer avec les produits plantes de vie pour une meilleure vie. Source Bonus dit, buvez Source Bonus, buvez la vie. Qu'est-ce qu'on dit à plante de vie? Consommez bio et soyez en bonne santé. D'accord. Et pour la bonne santé de tous. Qu'est-ce que les Makuma nous proposent ce soir? Oui, cet après-midi, encore comme toujours, je suis encore venu avec le produit Rhumatox, ce produit-là qui concerne des personnes victimes d'arthrose, de rhumatisme et de nerfs sciatiques. Ces personnes-là qui sont victimes même des os qui s'usent, des os qui se rongent, des personnes qui ont des douleurs au niveau des chevilles, au niveau des genoux, des personnes qui ont des pieds qui enflent, sans reconnaître pourquoi, les personnes qui ont l'eau qui soigne au niveau des pieds. Alors le produit Rhumatox vient donc résoudre tous ces différents problèmes-là. Des personnes âgées, parce qu'il faudrait dire cela que une fois que quelqu'un a atteint l'âge de 45 ans, 50 ans, 55 ans par là, de manière naturelle, son système immunitaire commence à s'affaiblir. Alors le produit Rhumatox vient donc renforcer le système immunitaire dans un premier temps et aussi renforcer le cartilage et renforcer les os. Des personnes même qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, le produit Rhumatox qui est ici présent vient renforcer les os. C'est-à-dire que des personnes là qui n'arrivent pas à se tenir debout pendant longtemps, elles ressentent des douleurs au niveau des hanches, elles ressentent des douleurs au niveau des genoux, au niveau même des chevilles et même au niveau de la colonne vertébrale. Même des personnes qui marchent avec une canne déjà que le rhumatisme ou bien le nerf sciatique a déjà tellement dérangé, le produit Rhumatox vient résoudre tous ces différents problèmes-là. Et à côté des personnes même qui sont souvent victimes d'insuffisance cardiaque, oui, le produit Rhumatox vient vous aider de manière directe et de manière concrète. Nous avons aussi à côté le produit King Fimic 24, la solution. Ce produit qui permet à toutes les personnes qui sont victimes d'MST, IST, à chlamydia, mal soignées ou pas soignées du tout, le produit King Fimic 24, la solution, vous apporte des solutions de manière concrète. Les femmes là qui n'arrivent pas à concevoir ou à procréer, ces femmes-là qui sont victimes de myome ou de fibromes et même de crampes bouchées, elles n'auront plus besoin de passer par des
opérations, parce que Plan de Vie a mis sur pied des produits naturels pouvant extraire ces fibromes et ces myomes-là, et même les kystes ovariens. Et aussi les hommes qui ont les problèmes d'azospermie ou bien d'oligospermie, Plan de Vie, avec le produit King Fumic 24, la solution, vient éradiquer tous les germes et les bactéries qui sont à l'origine de la mauvaise qualité du sperme ou bien de la très peu quantité de sperme et qui m'affaiblissent les spermatozoïdes. C'est-à-dire que quand le monsieur va arriver à l'éjaculation, les spermatozoïdes ne vont pas se déplacer rapidement et vont mourir avant d'arriver pour faire leur travail. Et Jean-Jacques, si tu me permets encore cet après-midi, je vais encore dire à tes milliers de téléspectateurs que le produit OpenSex est toujours disponible. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital ou bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Parce que oui, plusieurs personnes sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. Nous avons des personnes qui ont eu des hémorroïdes pendant très longtemps, ou bien qui n'ont même pas soigné leurs hémorroïdes, ou bien qui ont mal soigné les hémorroïdes, et elles en ont constaté qu'au fil du temps, l'appareil génital a commencé à rétrécir. Nous avons des personnes victimes de chlamydia, comme je viens de le dire ici, qui étaient mal soignées ou bien pas soignées du tout, et elles ont vu l'appareil génital rétrécir. Alors avec le produit OpenSex, vous aurez désormais une taille selon votre convenance. Et chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Nous avons mis 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptec, à l'immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers, et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, lieu dit Église Salem. Merci Lema Kouma d'être passé ici. Il y a Merci des commandes beaucoup. en direct, non? Je pense que... Il y a une commande en direct. Oui, je crois que je suis intéressé pour... Par le rhumatox. Rhumatox. Oui. C'est-à-dire que les problèmes de fatigue générale, les douleurs articulaires, musculaires, oui. Même si elle a 100 ans, 95 ans et qu'elle marche avec la Mais canne. si vous pouvez me rassurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Non, c'est sans effet secondaire. Le produit se prend de la manière la plus simple. C'est-à-dire qu'elle va puiser une cuillère à café qu'elle va mettre dans un litre d'eau et demi. Elle va boire un verre matin, un verre soir. S'il te plaît, tu vas donner ça au monsieur à côté parce qu'il faudrait que la maman puisse consommer Il n'y a le pas de produit. problème. Il n'y a pas de problème. Bertrand, il n'y a pas de commande. Il y a OpenSex. Il y a OpenSex, il y a le King Café. Je suis un dieu. Merci Lema Kouma d'être passé Je par te ici. remercier encore Jean-Jacques, pour l'amitié que tu me fais tous les jours en m'invitant sur ton magnifique plateau prestigieux. Les numéros sont connus, on prend une transition et puis on installe nos derniers invités. Merci de nous retrouver sur le plateau de Le Grand Soir. Bonsoir Gigi Z, il y a tout ton panel. Si c'est les jeunes, eux qui félicitent les ministres qui ont déjà fait 21 ans dans un même poste, on n'est pas sorti de l'auberge. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense est celui qui a mis le plus long à tout le règne de Paul Biya depuis 1982. Avant lui, aucun ministre délégué chargé de la Défense n'avait dépassé 7 ans. Il est à sa 11e année après avoir mis autant de temps dans un poste aussi stratégique. Il s'est créé, voilà, ça fait beaucoup de temps dans tous les cas. Et on disait que lorsqu'on a mis autant de temps, on se crée ces réseaux. Ça peut être valable pour tel ou pour tel autre ministre. Merci de contribuer. Anissé Noa, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs et internautes qui nous regardent en ce moment. Je voudrais quand même, si vous me le permettez, faire une dénonciation. Parce que voyez-vous, nous avons une ville qui est étroite, je vais m'exprimer ainsi, et nous n'avons pas assez de routes. Et le nombre de véhicules dans la ville de Yaoundé va sans cesser croissant. Alors, certains d'entre nous avons pensé mieux de souvent faire appel lorsque nous voulons nous déplacer pour venir dans une émission comme c'est le cas maintenant, de faire appel à des agences c'est-à-dire de transport dans la ville. Mais on se rend compte qu'au départ, ce service-là était meilleur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire, vous commandez un véhicule pour... Un service comme le service Yango. C'est moi qui prononce. Voilà. C'est moi qui prononce. Voilà, effectivement, c'est la société en question. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Permettez-moi l'expression. Parce que moi, je suis l'un des clients de la société depuis
la création de la société. Mais au fil des années, on se rend compte que ce n'est plus ce que le service était avant. C'est-à-dire, vous commandez un véhicule, le chauffeur vous dit qu'il est à quelques mètres de vous, vous le voyez à quelques mètres, il vous dit, bon, je vais rentrer au quartier déposer quelqu'un, mais il fait, c'est pas moi, plus d'une heure pour revenir vous chercher, alors que vous lui avez bien dit que vous êtes attendu quelque part. Donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette société-là ne fait plus véritablement le travail qui est le sien. Et cela est interpellateur parce que, voyez-vous, lorsque une société comme celle-là devrait, c'est-à-dire remplir certaines missions et qu'elle se retrouve en train de faire du n'importe quoi, cela vaut mieux d'être dénoncé, quitte à ce que les uns et les autres prennent acte et que le service soit amélioré. Alors, parlons justement de cette société, on a eu des informations, hein. Lorsqu'on évoquait lundi les cas d'agression, même dans ces structures qui sont censées avoir des garanties de sécurité, ce n'est plus trop la grande sécurité de ce côté. Et justement, la question ce soir, le Cameroun baigne dans un climat d'insécurité grandissante depuis un certain temps. Et Eugène Toundé, qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, on est toujours confronté au problème de l'insécurité. L'insécurité est aussi vieille que le monde. Et on peut regretter qu'au niveau du Cameroun, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages, il ne passe pas un jour où on ne raconte pas une histoire de meurtre, une histoire d'agression, une histoire d'un taximan tué dans la moto emportée. Bref, on vit ce phénomène tous les jours. Mais moi, je ne voudrais pas vous décevoir. Ce n'est pas de ce côté que moi je vois l'insécurité. Moi, je sais que cette insécurité, elle est toujours là. Et nos forces de police se déploient à la combattre. L'insécurité que moi je voudrais dénoncer ou que je voudrais relever, c'est ce que j'appellerais le désordre institutionnel. Nous baignons depuis quelques temps, quelques mois, quelques années dans un désordre qui peut-être n'est pas aussi visible que ce désordre urbain, mais il y a aussi une dimension qui m'intéresse particulièrement, qui est le désordre institutionnel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on assiste à des phénomènes où il n'y a plus, n'est-ce pas, ce respect de l'ordre établi. Et ce respect de l'ordre établi au niveau institutionnel se caractérise par un manque de cohésion, un manque de coordination. Vous voulez que je prenne des exemples? Il y en a assez au niveau électoral. Vous voyez des contestations des résultats des suffrages. C'est une insécurité. Lorsqu'on sait que c'est un désordre, lorsqu'on sait qu'il y a des règles établies, on ne comprend pas comment on en arrive à des situations de désordre post-électoral alors que c'est des mécanismes encadrés. Vous voyez le cas tout récent de la région du Sud. Vous voyez, je n'ai pas envie... Il y a eu quoi dans la région du Sud? On a assisté à un désordre institutionnel où l'élection qui aurait dû se tenir à un jour dit a été prorogée d'un jour, décalée d'un jour, parce que les gens s'opposaient à un désordre institutionnel que certains cadres ou certains membres... C'est votre parti qui a causé le désordre. C'est pour ça que moi je dénonce ce désordre institutionnel pour dire que... Et le gouverneur a cédé. Celui-là aussi, il faut l'interpeller, il faut l'indexer pour dire que c'est vrai, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe au niveau de la base, mais aussi au niveau supérieur, il y a crainte que s'il n'y a pas une reprise en main, ce désordre institutionnel puisse nous amener dans une situation de dérive et même de crise. Je ne veux pas vous citer, vous suivez l'actualité au niveau du sport, au niveau même du port de Douala. Vous voyez la cacophonie qu'il y a là-bas entre une société qui est soit chassée et qui doit être maintenue, entre la SGS qui doit partir, entre le port autonome on n'arrive pas à savoir de quel côté se trouve la vérité. Donc ce désordre institutionnel est tout aussi dangereux et moi je voudrais, en ce qui me concerne, pointer le doigt sur ce désordre-là pour dire oui. Est-ce que ce n'est pas la conséquence de quelque chose? Mais c'est la conséquence d'un manque de c'est la conséquence d'une faiblesse de coordination des institutions qui nous amène à tout ce que vous dénoncez. La criminalité, la montée de la drogue, c'est la faiblesse de certaines coordinations nationales qui fait qu'on en arrive à tout ce que nous dénonçons. Voilà pourquoi si nous voulons bien adresser la problématique qui est posée à la base,
il faudrait qu'on voie qu'est-ce qui est fait au niveau stratégique. Et c'est là où commence le problème. Lorsqu'on dénonce la longévité des membres du gouvernement, ce n'est pas parce qu'on en a contre certains, c'est parce que nous pensons que ça rentre dans les mécanismes normaux de gestion. La transparence. Quand il n'y a pas de transparence, il y a manque de confiance envers les institutions. Et quand il y a manque de confiance, on commence à arriver à des situations de règlement des comptes. Je n'irai pas au tribunal parce que là-bas, on va le relaxer. Mieux, je règle mon compte moi-même. Et on en arrive donc à tout ce que nous dénonçons aujourd'hui en termes de désordre, les enfants qui prennent la drogue, les enfants qui se livrent à toutes sortes de jeux dangereux. Et j'ai donc de ceux qui pensent que toute cette semaine, on a suffisamment laminé le noyau familial. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai voulu monter des grands... La conséquence et non la cause de ce qu'on voit aujourd'hui. La conséquence de la faiblesse au niveau de la coordination nationale, où on a l'impression qu'il y a une faiblesse dans la gouvernance, il n'y a pas assez de transparence qui puisse rassurer l'acteur social pour pouvoir se comporter en conséquence dans la société. C'est ce que moi je voulais, pour ne pas rester à ce niveau, essayer de montrer d'où vient la cause. J'ai l'impression que tout le monde regarde tout ce que nous avons compris. L'aval sans regarder l'amont. Tout à fait. D'accord. Alors, Dipanda Titi Samuel, depuis Guider, vous dites que vous êtes sous 31 degrés Celsius là-bas. Merci Guider d'être avec nous. Alors, Tchounou, nous sommes tous coupables. La cellule familiale prend un énorme coup. Nous devons travailler à ce niveau, dit-il. Il nous renvoie à la cellule familiale. Mais là, tout à l'heure, Eugène nous demande de regarder un peu en amont. Il y a des fissures qui partent de là-bas et qui peuvent impacter là où nous tous nous regardons le noyau familial. Oui, Jean-Jacques, c'est vrai qu'on va regarder le noyau familial, bien évidemment. Mais vous savez, il faut d'abord revenir sur certains facteurs. On ne va pas sauter comme ça. Le chômage, Jean-Jacques, le chômage. Le chômage est un élément très important qui peut entraîner cette insécurité-là dans les quartiers. Vous voyez, lorsque le jeune est dans la précarité, il ne fait rien. Il va passer son temps à développer des stratégies de vol, d'agression, à cause du fait qu'il n'a pas pu trouver certainement quelque chose à faire. Jean-Jacques, quand vous voyez un jeune rester à 23h30 minutes, 1h, 2h dehors, un jeune qui travaille fait quoi à 2h dehors? Un jeune qui a un emploi ne peut pas se retrouver à 2h, caché quelque part, pour attendre la mère qui revient du marché et agresser la maman. Non. Donc je pense que à ce niveau-là, moi j'accuse les pouvoirs publics, dont l'État a sa part de responsabilité. Comme le grand frère disait tout à l'heure, que l'État a manqué à un niveau son devoir. Donc il y a ces fissures-là qui causent cette insécurité-là au niveau des quartiers. Il y a la pauvreté, Jean-Jacques. Donc, quand je dis chômage, pauvreté, tout ça là, c'est englobé. Et lorsqu'on parle des dérives morales, Jean-Jacques, je pense que le grand frère a dit tout à l'heure, il parlait de l'absence de coordination. L'absence de coordination et ainsi de suite. Même quand on revient au niveau des établissements scolaires, avec le civisme, l'éducation civique et morale, qui devait d'abord être implémentée au niveau de la famille. Jean-Jacques, je vais toujours revenir au niveau de la pauvreté. Vous voyez, à l'époque, c'est l'homme qui sortait. L'homme travaillait. La femme, généralement, à l'époque de nos grands-parents, la femme restait à la maison. Elle savait que lorsque l'enfant va rentrer de l'école, elle va dire, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? La journée s'est passée comment? Elle avait le temps, la maman avait le temps de regarder, de veiller, de surveiller. Mais maintenant, avec la pression sociale, l'homme seul, le salaire de l'homme seul ne suffit pas. La maman est aussi obligée de sortir, chercher de l'argent. Résultat, les deux rentrent à 22h. Les enfants sont rentrés à 17h. Qui va regarder? Qui va contrôler? Les enfants sont restés devant la télévision, mais en train de regarder quel programme. Un libre choix. En train de regarder quel programme. Les réseaux sociaux inondent maintenant. On impose des modèles négatifs. Vous allez voir l'enfant dire coller la petite. Et ça passe. On applaudit, mais quand c'est pour gronder Bon François, on voit le ministre Santé prendre des décisions. Où est le ministère de la Culture pour sanctionner
ces dérives-là. On laisse, tout passe maintenant, même dans les radios, dans les télés, on fait, c'est du n'importe quoi. Toutes les musiques maintenant sont véhiculées. Vous voyez, les influenceurs, on a érigé des gens comme modèles. L'enfant ne veut pas devenir comme le professeur Viviane Billois. On doit brûler. Mais l'enfant va te dire, je veux être comme Cynthia Chianga, biscuit de mer, tout ça là. Vous voyez, ce sont des modèles là-bas. Et c'est ce qui se retrouve dans nos lycées, dans nos collèges. Et avec tout ça, Jean-Jacques, vous pensez que un enfant qui est moulé dans ce système-là, mais il deviendra bandit. Même lorsqu'on parle du désordre urbain, vous pensez qu'un enfant qui raisonne comme ça va se comporter comment dans la société? Les poubelles que vous voyez aujourd'hui là, qui inondent nos routes là, mais vous pensez que quelle est leur origine? C'est quelqu'un qui est venu, qui s'est levé chez lui, une maman ou un, je ne sais pas, qui est venu déposer. Les autres ont suivi. Les autres ont suivi. Et lorsque vous allez parler, quelqu'un va te dire, fiche-moi le camp, tu es qui? C'est ton affaire, c'est ta vie. Qu'est-ce qui te gratte? Vous voyez, c'est ce qui sort. Il y a donc on va dire quoi? La société est totalement détruite. La société si on s'en est tient à détruite. ce que vous êtes en train de Bien dire. sûr. Bonsoir Jean-Jacques Zé au panel. Une étude a démontré qu'il y a un lien étroit entre la pauvreté et l'insécurité. C'est pour accompagner ce que vous étiez en train de dire. Au fur et à mesure que les Camerounais seront de plus en plus pauvres, soit 14% de taux de chômage, on va vivre de plus en plus l'insécurité dans nos villes et dans nos familles. Le stress pour résoudre les besoins élémentaires pousse beaucoup de Camerounais à la dérive. C'est Molu de Yaoundé qui envoie ce message. Docteur, quelle réflexion mener? On a la chance que vous êtes en même temps de la diaspora, vous avez un pied au Cameroun régulièrement. Comment comprendre cet affaissement de la morale, ce climat d'insécurité qui règne et qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes? Okay. Merci Jean-Jacques pour la parole donnée. Avant d'entrer dans le fond de votre question, je voudrais d'abord revenir sur une déclaration de maître. C'est maître. C'est pas maître. De mon copanéliste. Excusez-moi, je parle. Les juristes. Le juriste, voilà. Qui a semblé mettre en accusation monsieur le gouverneur du Sud, monsieur Ngele. Non, vous avez dit à un moment que. J'ai dit le désordre qu'il y a eu lors de l'élection. Qui a été fait avec l'approbation de. Mais si le gouverneur a laissé entrer les gens qui n'étaient pas mandatés, il faut bien qu'on le lui dise. Les gens sont arrivés de Yaoundé avec les plis fermés. On a dû renvoyer la session. Ils ont cédé. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on cite l'autorité administrative là-bas? Non, je pense que le gouverneur est resté dans l'exercice de ses fonctions républicaines. Il a bien mené les échanges. Pour ceux qui ont suivi cette affaire de près, nous avions des relais à l'intérieur. On sait comment ça s'est passé. Après les consultations, il a dû ajourner cette séance ce jour-là parce qu'il se faisait déjà assez tard. On ne pouvait pas continuer les travaux à 20h, 21h, ce n'était pas possible. Donc, il a décidé d'ajourner la séance et de la rapporter le lendemain. Donc, je voulais juste intervenir avec cette précision, comme il a reconnu déjà. On va partir dans les détails. Et non gouverneur. D'accord. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée, je crois que mon collègue a su brillamment relever certains points tout à l'heure. Et je vais dire d'entrée de jeu que nous avons un problème au Cameroun. C'est que la société camerounaise, j'ai l'impression, c'est une impression, au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, elle devient de plus en plus violente. Et alors il faut interroger les faits. Cette violence, elle vient d'où? Alors premièrement, vous avez lu un message tout à l'heure où quelqu'un vous dit que des jeunes, comment des jeunes peuvent... Mais ça, c'est aussi une forme de violence. Vous n'acceptez pas la contradiction. Vous n'acceptez pas un discours qui est différent du vôtre. Et vous apportez des qualificatifs réducteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'intolérance. Il y a beaucoup d'intolérance. Et je crois que la violence, dont l'une des manifestations de la violence, c'est l'intolérance. Et tout. Alors, pour revenir encore dans les faits, moi je dis au Cameroun aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux d'inégalité. J'aurais dû commencer par là parce que pour moi c'est le premier facteur, les inégalités socio-économiques. L'ascenseur social est bloqué au Cameroun.
la mobilité sociale, pour reprendre Bourdieu, elle est totalement inexistante pour les pauvres. Mais c'est chez les riches que vous allez voir, lorsqu'on lance un concours, moi j'ai eu parfois parcouru des concours, je vais citer, hein, j'espère que ça ne me causera pas de problème, de l'ENAM, de quelques grandes écoles où vous avez parfois des prénoms qui diffèrent, mais les patronymes restent quasiment les mêmes. Donc cette forme d'inégalité-là crée aussi de la violence. Pour emboîter le commentaire de mon collègue tout à l'heure, il a parlé de chômage, mais ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui sont pour la plupart brillants, nous avons eu, pour nous qui avons fait des études ici au Cameroun avant de nous retrouver de l'autre côté, mais nous avons eu des camarades très brillants, et moi j'ai souvent de la peine par moment à retrouver certains qui coupent sur le poids de la misère. Ce n'est pas pour justifier, je ne sais pas, le banditisme, le vol, ou alors la violence qui pourrait être déployée d'une autre manière. Mais je dis à un moment, les pouvoirs publics aussi ont fauté à ce niveau. Donc, il faudrait donc qu'on essaye de se réinterroger de ce point de vue-là. Également, vous avez ce point de vue, donc, le jeune sans emploi, frustré, peut-être parce qu'il a fait le concours, il a eu l'impression que c'est les mêmes gens qui passent, mais vous avez le cas également de ceux-là qui sont encore à l'école, au lycée, au collège. Vous voyez les images qui viennent de Kiossi, qui viennent de Berthois, où il y a 24 autres. Ils ne sont pas dans ces mêmes réalités. Oui, vous m'avez pris dans mon développement. J'allais en venir. Voilà, si on revient au niveau de l'enseignement secondaire, moi j'ai eu le bonheur d'enseigner au Cameroun pendant 14 ans comme professeur de lycée, avant de me retrouver étudiant en thèse de l'autre côté. Et dans les établissements que j'ai eu à parcourir, c'est un phénomène que nous avons vu venir de manière, on va dire, progressive. Ça, c'est tous les enseignants qui ont une expérience dans le domaine pourront l'attester. Donc, les élèves aujourd'hui, quand on interroge la communauté éducative, l'éducation commence à la maison. C'est un processus qui se suit jusqu'au niveau de l'école. Quand l'enfant sort de la maison, si les bases solides ne sont pas acquises, mais quand il progresse dans la rue, vous ne savez pas qui il rencontre. Au niveau de l'école, vous ne savez pas la moralité de tous ses camarades et tout. Mais Jean-Jacques, je vais vous surprendre. Aujourd'hui en Europe, vous êtes un journaliste sérieux, je le sais, mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, dans la bourgeoisie parisienne, mais ces gens n'envoient plus leurs enfants dans les lycées. Ils n'envoient plus les enfants dans les lycées. Parce qu'aujourd'hui, avec les phénomènes d'immigration, ils estiment que parfois les enfants des immigrés ont une morale un peu douteuse et ils organisent les enfants dans des collèges spéciaux où ils ont une éducation spéciale. Donc, je ne sais pas, c'est pas pour dire que nous allons revenir à ce type de modèle, mais je dis, quand l'enfant sort de la maison, moi le parent déjà, vous avez des parents aujourd'hui qui s'asseyent avec des enfants à longueur de journée qui regardent des émissions ou, j'allais dire, des séries télévisées, où vous avez des héros qui sont des hommes, bon, je ne pouvais pas prononcer cette chose-là, qui sont généralement conçus comme des modèles dans ces séries-là. Vous avez un enfant qui s'identifie à ce type de modèle. Il y a des chaînes de télévision au Cameroun qui, pour moi, excusez-moi, elles doivent être censurées. Elles doivent être censurées. Il y a des programmes, des contenus qui doivent être censurés. Parce qu'une nation forme un type d'homme précis. L'État camerounais, pour moi, a échoué dans la conception, par exemple, de la SND 30 que moi j'ai lue. On aurait dû concevoir un système où on développe l'éducation émergente et on développe un contenu. On prend des sociologues, on prend des anthropologues, on prend des économistes, on va dire, certaines composantes de la société qui peuvent s'asseoir et mener des études et des projections sur une large échelle. Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On prend toujours des gens, je ne vais pas insulter, mais qui, ma foi, ne sont pas sérieux, qui, voilà, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, les gens conçoivent des programmes sans contenu. Et ils les diffusent comme ça, et voilà. Je vais également revenir sur un autre aspect, Jean-Jacques, si vous me permettez encore de développer. C'est que je vous ai donné une de mes casquettes, une autre de mes casquettes en tant que président d'une association féministe du côté de la France. C'est qu'au Cameroun, aujourd'hui, puisqu'on parle de la violence, on parle de l'insécurité, mais moi j'ai peur des chiffres, Jean-Jacques. Les féminicides font grandissant. Quand j'ai interrogé les chiffres de 2023 jusqu'en 2025, en début d'année, parce que les statistiques de 2025 ne sont pas disponibles, mais seulement le mois de janvier 2025, on était à 11 femmes tuées. Quand en 2023, on était pratiquement à 69,
Et en 2022, on était à 54. Vous voyez que ça augmente. Et il y a une banalisation de la violence liée à, on va dire, aux gens et au sexe aujourd'hui qui fait peur. Et moi, je dis donc que c'est tout dans ces composants-là qui font, une fois réunis, qui font un cocktail assez explosif, qui rend notre société assez, on va le dire, plus ou moins malade et mal en point. Et elle paraît un peu indifférente, parce que quand vous parlez de féminicide, nous, on s'élève le pagne, qui est déjà disponible, le pagne du 8 mars. Anissé, sur cette problématique, tous coupables face à la montée de cette insécurité, de ces violences sous plusieurs formes dans notre pays. Les chiffres parlent, hein, le Cameroun est parmi les pays à fort taux de criminalité. Selon le classement 2025-2026 de la criminalité, l'Afrique du Sud est en tête, suivi du Nigeria, de l'Angola en 3e position, et le Cameroun parmi le groupe des autres pays à risque. Le Cameroun vient en tête, donc pratiquement à partir du 4e rang. C'est quand même des indicateurs qui devraient faire peur. Effectivement, ce sont des indicateurs qui font penser que nous sommes dans un état où rien n'est plus contrôlé. Vous savez, Jean-Jacques Zé, au-delà des missions régaliennes de l'État, l'État doit assurer le bien-être aux populations. Et lorsque vous regardez le quotidien des populations au Cameroun, vous avez l'impression que les populations sont abandonnées à elles-mêmes. Et face à cette réalité-là, les populations, c'est-à-dire, développent des mécanismes de survie. Cela dit donc que lorsque ces mécanismes... dans la jungle, finalement, il faut survivre. Oui, il faut survivre, parce que nous tirons tous le diable par la queue. Parce que lorsque vous regardez la caste ou alors la poignée de personnes qui vit dans l'opulence et le reste de la population, il y a lieu de globaliser que les Camerounais tirent le diable par la queue. Et lorsque cela est perceptible, il faut dire que le contrat social, les clauses du contrat social sont brisées. Les clauses du contrat social étant brisées, nous nous retrouvons dans une situation où tout le monde est permis de faire ce qu'il veut. J'entendais tout à l'heure le panéliste juste à côté de moi parler, c'est-à-dire du système éducatif camerounais. Vous savez que dans une autre vie, je suis enseignant. Oui. Et vous allez vous rendre compte que peut-être on peut questionner, c'est-à-dire le système éducatif, mais en amont, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait pour que le système éducatif soit meilleur? Est-ce que les programmes qui ont été conçus, nous avons passé le temps à tirer la sonnette d'alarme que les programmes sont mauvais? Parce que lorsque vous regardez, le Forum économique mondial dit qu'il faut former un homme sur 3 dimensions, c'est-à-dire sur les connaissances, sur les attitudes et, c'est-à-dire la discipline, et également sur l'altitude. Lorsque vous passez le temps à former un homme sur les connaissances, vous ne le formez pas sur les attitudes, il y a lieu d'interroger la morale sociale. Et aujourd'hui, on se rend compte que la morale sociale est en déliquescence. La morale sociale est en déliquescence, pourquoi? Parce que les parents, c'est-à-dire l'éducation, nous n'allons pas nous cacher, l'éducation part de la maison, de la cellule familiale. Mais lorsque, comme le disait le panéliste tout à l'heure, lorsque le parent sort très tôt le matin et est obligé de rentrer très tard le soir, parce que son niveau, c'est-à-dire de besoin, est le niveau primaire. Les besoins primaires, c'est-à-dire s'alimenter, c'est pas moi, peut-être chercher. Oui. Voilà. Vous vous rendez donc compte qu'à ce moment-là, le parent ne peut plus assurer de manière normale l'éducation de son enfant. Conséquence de fait, l'éducation de son enfant est à l'abandon. Moi, j'ai fait, c'est-à-dire, j'ai parcouru le Cameroun avec la CESU. C'est une délégation de la Sûreté nationale qui gère les problèmes d'insécurité dans les établissements. Et je faisais la modeste expérience d'aller de ce côté-là, c'est-à-dire lorsque je m'asseyais, je me rendais compte que, parce qu'il y a également les établissements de Yaoundé qui sont suivis par cette délégation-là. Et lorsque je m'asseyais, on appelait par exemple un parent que son fils a été surpris en train de se droguer dans l'établissement. Le parent peut-être répondait de manière fortuite que non, il ne se reconnaît pas dans ce que on est en train de dire. Ça veut dire qu'en fait, le parent aujourd'hui ne reconnaît plus son enfant. Tout simplement parce qu'on ne passe pas du temps avec l'enfant. On est attiré par, c'est-à-dire ce qu'on peut avoir comme gain. On est contraint. On est contraint. Parce qu'on vit limite. Hein. On est contraint. Si vous lâchez un jour, voilà. la famille... Parce qu'on peut avoir comme gain,
et non plus pour la formation des enfants que nous avons à notre charge. Mais au-delà de cela, il faut également dire, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'en fait, nous avons une insécurité institutionnelle également. Parce que lorsque vous regardez, vous êtes journaliste, vous savez que le camp Martinez-Zogo a fait couler beaucoup d'encre de salive. Et il fait encore couler beaucoup d'encre de salive. Mais lorsque nous interrogeons, on se rend compte qu'en fait, les personnalités de la République ont été citées dans ce dossier-là. Lorsque le patron du renseignement dans un pays se retrouve au centre d'un scandale comme celui-là, on est en droit de se poser la question, mais est-ce que nous, les populations, nous sommes en sécurité? Mais la question, la réponse, elle est négative. Parce que lorsque nous avons un État qui n'est plus véritablement à même d'assurer la sécurité des populations, il y a lieu de craindre. Les Camerounais ne connaissent plus la CIA que la DGRE. Lorsqu'on parle de DGRE, c'est l'équivalent de la CIA. Oui. Et imaginez donc que le patron de la CIA est cité. On reste encore dans la présomption d'innocence, mais il est quand même cité. Oui, il est cité. Mais il est cité. Ça veut dire qu'en fait, il y a lieu... Il est même interpellé, si je me trompe. Oui. Mais il est interpellé. Il est gardé. Voilà. Ça veut dire que, en fait, c'est une bivalence. Ça veut dire qu'au terme du procès, soit il sera inculpé, soit il sera disculpé. Mais s'il est inculpé, ça veut dire qu'en fait, c'est l'État qui est au centre de ce scandale-là. Et là, il faut interroger, en fait, c'est-à-dire les mécanismes de contrôle, les mécanismes de sécurisation des populations. Et je vais continuer un peu plus loin pour dire que, en fait, lorsque vous regardez, c'est-à-dire la population camerounaise aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que la population camerounaise ne vit plus par rapport à ce qui est recommandé sur l'espace public. La population camerounaise aujourd'hui est de plus en plus violente. Tout simplement parce qu'on se dit, si ceux qui sont au sommet de l'État ne nous garantissent plus la sécurité, alors il faut développer des moyens de subsistance. Alors il faut, c'est-à-dire régler tout de suite son compte lorsqu'on est, c'est pas moi piétiné, lorsqu'on est, c'est pas moi en conflit avec elle, parce que beaucoup ne font même plus confiance à la justice. À l'état de nature. Voilà, beaucoup ne font plus confiance à la justice. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de retourner à l'orthodoxie et de voir ce qui ne va pas pour permettre aux uns et aux autres de poser les actes qui puissent permettre que la population regagne confiance vis-à-vis de l'État. Je crois que cela est nécessaire. D'accord, Anissé. C'est Sylvain Depuis-Bertois qui nous écrit. Je vous écoute parfaitement. Toutes ces dérives sociales rendent coupable la population et les institutions étatiques en place, ce qui fragilise le système social. Nous sommes donc tous coupables, dit notre frère de l'autre côté. On va peut-être prendre, oui, monsieur, n'oubliez pas que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais je crois que ventre affamé écoute son ventre, justement. Et quand on écoute le ventre, on devient nerveux. Vous voyez, une famille sans espoir, sans avenir, des enfants diplômés, sans emploi, ni d'embauche, sans emploi. Vous voyez des intellectuels qui viennent sur les plateaux insulter les copanélistes. Vous les invitez toujours. Vous voyez le législateur qui dit qu'un ministre peut voler et rembourser si on l'attrape. Ah, c'est la loi qui a établi certaines de ces choses, le remboursement du corps de délit. Ce n'est pas l'intellectuel qui a créé. Vous voyez certains ministres avoir une communication violente, menacer les citoyens. Les jeunes n'ont plus de modèle où s'inspirer. N'accusez pas ces jeunes. Ils sont des victimes. Ce qui était considéré comme valeur hier ne l'est plus aujourd'hui. La seule valeur qui compte maintenant, c'est dans les familles, la société, c'est de l'argent. C'est l'argent qui compte comme seule valeur, dit-il. Bonsoir. Nous devons rappeler au docteur Fabio Tama que le gouverneur ne peut pas reporter une séance par rapport à un parti politique. Il doit enregistrer les candidatures et passer aux élections. Il a donné le temps au RDPC de négocier. Ce n'est pas son rôle à Teba du côté de Kouaban. Bonsoir à vous. Sur le plateau, l'insécurité, dérives morales et autres, non, nous ne sommes pas tous coupables. Le système éducatif camerounais en place en est le principal reste coupable. Une société mal orientée ne peut que produire des citoyens désorientés. Pas de véritable éducation à la citoyenneté, pas de notion de patriotisme,
un État en perte de repère où la norme a été écartée et les cas normalisés? Qu'attendons-nous exactement? Ngok Jean Armand depuis Bioua qui nous écrit. Accueillons Thomas Béga. Tommy, bonsoir. Bonsoir à vous. Je disais de Jean-Jacques Zé, le célèbre, et merci pour l'honneur, l'amitié que vous m'accordez. Alors, l'une de vos casquettes, vous êtes directeur de publication du journal La Lucarne, entre autres casquettes. Voici. Voilà, vous arrivez au moment où on parle justement de cette insécurité. On essaie d'identifier les causes, peut-être également voir les voies de sortie. Voilà. Tout en adressant mes voeux les meilleurs à tous les téléregardeurs et téléregardices d'Info TV. C'est un thème alléchant, c'est un thème percutant, c'est un thème qui nous querelle, qui nous questionne, qui questionne la famille, qui questionne même l'Église, qui est l'une de mes autres cordes. Ah oui, vous êtes aussi pasteur. Merci. Qui questionne l'Église et aucun maillon de la société dans sa globalité ne peut échapper à cette thématique qui est placardée sur notre petit écran. Insécurité, dérive morale, désordre urbain. Vous comprenez avec moi que toutes les sciences pluridisciplinaires et j'en passe sont convoquées autour, n'est-ce pas, de ce débat. Difficile de l'autre côté dans ma troisième prise, le troisième point. Sommes-nous coupables? Difficile d'être péremptoire sur cette question. Et ce serait aussi trop facile de pouvoir trouver rapidement le coupable qui est l'État. Et j'aime souvent redire aux uns aux autres, l'État c'est qui? C'est bien vous et moi. Et c'est trop facile de déresponsabiliser. Mais il y a l'autre État qui est régulateur, qui n'est pas vous et moi. J'arrive. On n'a pas ce pouvoir-là. J'arrive justement. C'est trop facile de jeter à la vindicte populaire, que ce soit les deux États sous les deux facettes. C'est trop facile de dire, nous déresponsabilisons, c'est beaucoup plus l'autre, c'est beaucoup plus le voisin qui a fait X ou qui a fait Y. La problématique d'insécurité, des dérives, des désordres urbains est une problématique qui n'est pas liée qu'au Cameroun. C'est une problématique internationale. Il faudrait que les uns et les autres l'intègrent. Nous sommes dans une société qui fait sa mue, elle connaît des dérèglements, et si un temps soit peu, nous nous arrêtons, nous faisons une forme de full stop pour faire un état des lieux, c'est un malaise généralisé. Pas seulement au Cameroun, mais c'est un malaise généralisé dans le monde. Alors, c'est une mue qui nous entraîne, on n'a rien à faire. Je ne suis pas ici en train de dire... On doit la subir. Si vous m'avez laissé, merci de me faire rebondir. Oui. Quelque part aussi, merci, c'est votre boulot de me faire rebondir. D'accord. On ne peut pas croiser les bras, la preuve, je suis là. La preuve, nous sommes là. La preuve, nous en parlons parce que le curseur est grimpé à une dimension extrêmement alarmante. La vallée, n'est-ce pas, j'allais dire... la montée des crimes, la montée des injustices, la montée des dérives, ça se compte aujourd'hui à l'appel. Il ne se passe pas un jour sans qu'on entende parler de ci ou de ça. Petite anecdote très rapide. Je suis assis quelque part avec un ami proche à moi, un avocat que je salue d'ailleurs au passage. Et il y a une dame qui va forcer le passage. De l'autre côté, le journaliste qu'on reconnaît, on veut à tout prix saluer, elle court vers moi. Je vais l'accueillir à cet endroit. Elle a manifestement un problème. Pour aller très rapidement, son fils a piqué, a volé la bouteille de gaz de son propre ami. Et son propre ami a su que c'est lui qui avait volé. Et il avait manifestement les preuves. Il a déposé une plainte. Le monsieur arrive à la gendarmerie, il est coffré, comme on dit vulgairement. Des fils à aiguille, la mère doit intervenir, qui est veuve. Elle arrive, non pas que j'ai un problème avec le gendarme, c'est juste un exemple. Mais elle s'est battue à trouver 10 000 francs afin d'avancer, parlant de corps de délit, afin d'avancer 10 000 et elle pourra rembourser les autres 10 000 pour le remplacement de la bouteille de gaz. Et son ami, quand il aperçoit la veuve mère de son ami, lui-même pleure et désiste et retire la plainte. Et au nom donc du ministère public,
l'OPJ dira qu'il y a des frais de cellules. Eux seuls savent à quoi cela est adossé. Il y a des frais de cellules qu'il faudrait défendre. Nous, on les paye régulièrement. On appelle à gauche et à droite. La veuve de s'exclamer que je voudrais bien régler vos frais de cellules, mais je suis déjà incapable de résoudre la problématique de la bouteille de gaz, la problématique centrale. Mais vous me parlez pour couper court. Le fiston a été déféré et placé sous mandat de dépôt. Le gendarme a été cash. Bon, la suite de l'affaire, je ne vais pas parler comme on parle au quartier, l'ombre a fait ceci. Ça s'est géré avec un coup de fil. Hein. Je l'ai sorti du trou, il est hors du trou, bien que placé sur moi. C'est possible. C'est pour montrer un peu comment la société fonctionne. Je ne suis pas ici en train de demander à un petit bandit d'aller voler et de compter sur moi ou de compter sur tel. C'est pourquoi je fais l'effort de nuancer mes propos. Pour vous montrer à quel niveau chacun de nous, dans sa petite zone de confort, dans sa petite zone de commandement, est responsable de ce qui est en train de se passer. C'est la même bataille que nous avons avec toutes les églises. On ne peut pas parler seulement d'église de réveil. Vous trouvez des prêtres frappeurs, vous trouvez des pasteurs frappeurs, vous trouvez des diacres bizarres. Donc la société est dans un dérèglement moral, est dans un dérèglement absurde. Il n'y a qu'à rentrer dans les réseaux sociaux. Vous voyez un enfant, vous cliquez sur l'image, vous regardez l'âge, c'est vraiment l'âge de vos enfants. Mais le violent mouf qui va t'envoyer à la première incartade où tu voudrais le recadrer et lui dire ne faites pas ceci, j'ai vite fait de rapidement bloquer et de mettre, de mettre plusieurs dans une bande noire. Sinon, ça te pourrit le cerveau, tu es mal. Alors, avant de pouvoir sortir, c'est une responsabilité, le tableau est noir. Le tableau est noir. C'est une responsabilité qui convoque tout le monde, qui convoque tous les cartels, tous les maillons de la société. Impossible, sans me répéter, d'être péremptoire ou laconique là-dessus. Nous avons une problématique centrale qu'on a tendance à oublier. C'est que la venue de l'Internet a changé les habitudes. La puissance de la communication est d'une dimension pénétrante incroyable. Ah oui. Et il y a plein de responsabilités dans lesquelles nous avons démissionné. Il n'y a pas de garde-fous. Ailleurs, il y a des garde-fous. Même si on met les garde-fous. Dans certains pays africains, il y a des garde-fous. Je vous rappelle que en France, où réside le thésard, ou souvent notre doctorant, en France où il réside dans l'Occident. Pas doctorant. Docteur. Docteur déjà. Félicitations. Oui. Alors, là où ils résident, ils ont des leviers plus violents que nous. Aujourd'hui, ils sont en train de réquestionner. Quand nous, on n'a même pas encore commencé la marche, ils sont en train de réquestionner tous les leviers juridiques. Tous les leviers juridiques autour d'un certain nombre de choses. Monsieur Macron posait la question de savoir est-ce qu'un enfant de 12 ans devait avoir accès au portable. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la mère se pose la question est-ce que je donne le portable, je ne donne pas. Quand le bébé fait même on lui a déjà remis le portable. On a démissionné sur plusieurs plans. Dans tous les maillons de notre société, chacun de nous est responsable. Et il y a des choses que nous avons laissé faire. Je vais sortir avec la problématique des injustices. Tant que vous vous retrouverez dans des situations, je vais sortir avec une anecdote pour gagner en temps. Justement. 5 secondes, s'il te plaît. C'est important, cette anecdote. C'est mon fils qui voudrait renouveler sa CNI. Et le gros gaillard va partir de très loin pour venir me chercher à la rescousse. Qu'est-ce que ça coûte, mon ami? Toutes les modalités sont là. Il me dit non, il y a une problématique qui coince au palais de justice, c'est que je n'arrive pas à signer le certificat de nationalité. J'enfile un costume, cravate bien parfumé, je débarque là-bas pour savoir ce qui bloque. Je trouve justement plein de monde. Mais j'entre dans ce qu'on appelle l'esbrouf. Ah oui, monsieur le ministre, oui, je suis à la porte. Je suis exactement à l'endroit. Panique totale à l'endroit. On m'a sorti des rangs, on m'a récupéré, ils reconnaissent aussi le journaliste.
Et ils se disent que le mec c'est tellement en train déjà de parler avec le ministre. S'il vous plaît, c'est une pièce qui coûte dans les 1500. Mais je n'ai pas envie de vous dire ce que ça coûte en ce moment-là, quand il y a ce type de situation. La pièce a été signée en un clin d'œil. Et je suis sorti, les gens ont commencé à me regarder bizarrement. Ah, c'est votre pays. C'est ces injustices. Je voulais sortir par là. Tous les autres, là, s'ils vous croisent en route, ils ne vont pas vous laisser le passer. Et ça crée des situations de frustration telles que on a envie de réagir, on a envie de se défendre, et il y a des développements compliqués. J'y reviendrai. Réaction Eugène, et puis docteur. Je pense, Jean-Jacques, pour justement, on ne saurait s'arrêter seulement au constat, sans trouver des solutions. Oui, parce qu'on est tous d'accord que le tableau, il fait peur. Et on ne peut pas aussi toujours tout le temps dire que nous sommes tous responsables. De mon point de vue, il y a d'abord un premier responsable. Oui. Effectivement. C'est l'État. C'est l'État et le libertinage qu'on a voulu copier du fait des réseaux sociaux ou alors du fait des masses médias qui impactent beaucoup de notre société. La France aujourd'hui n'est plus seulement à se poser la question. Le projet de loi est passé à l'Assemblée. Il faut agir. On dit qu'à 15 ans, on ne doit plus donner aux enfants le téléphone avec des réseaux sociaux à l'intérieur. Il ne faudrait pas que nous aussi, on continue à regarder comme si... On va d'abord atteindre le fond. Atteindre le fond, oui. Avant de commencer à recopier la France, que bon, comme la France a limité, pas du tout. Nous pouvons déjà le faire. Et la question même qu'on dit que c'est parce que la pauvreté, les dérives les plus graves, on les rencontre aussi dans les familles nantis. Là-bas, les plus gros consommateurs de stupéfiants, c'est pas des pauvres. Dans les familles des nantis. Donc il y a un dérèglement total. C'est parce qu'il n'y a plus de valeur. Il faut une redirection. Il faut que l'État reprenne son rôle régalien de celui qui oriente la politique. On ne peut pas vivre comme si... on est servi par cet État que par des mauvais exemples. Un ministre s'adresse à son collaborateur qui s'en fiche. C'est pour ça la vie se poursuit. On ne doit pas aller sur les bases de sentiments pour dire, de mon point de vue, tel est bon. On doit aller sur les bases des règles de droit qui voudraient que l'État soit réglementé et que la norme soit respectée. Nous ne pouvons pas aller sur des sentiments. Sinon, c'est la dérive totale comme nous observons. Les programmes ont beau être ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais quand nous étions, nous autres, trop jeunes, trop petits, on en savait quoi des programmes? On savait juste qu'il y a l'éducation. On savait juste qu'il y a le maître. Quand même c'est fait dans la maison. Et qu'à l'école, la plupart des enfants camerounais, ce n'est pas forcément les parents qui ont éduqué. C'est le directeur que tu trouvais à 6 heures, déjà à l'entrée de l'établissement, qui était le premier à t'accueillir, qui te mettait au pas en termes de coiffure, d'habillement. Donc, c'est que, comme on dit, il y a eu des règlements parce que beaucoup d'injustices, et il est question qu'on mette fin à ces injustices. Et pour moi, le premier acteur, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit être responsable devant ce qui nous arrive. Même si par derrière, on sait que la population ou les familles ont leur à jouer. Mais la personne qui donne l'orientation, c'est le gouvernement. C'est ce que le docteur voulait ajouter. Nous devons... Oui, effectivement, parce qu'on se doit d'être pédagogique. Et j'ai un peu sauté de ma chaise quand j'ai suivi mon frère, mais heureusement qu'il s'est repris à la fin. Parce qu'il a donné des euphémismes qui tendaient à montrer que l'État n'était pas responsable, parce qu'il a parlé d'une affaire de tous. Mais moi, je voulais parler de proportions. Les proportions, s'il faut faire, les établir. Moi, j'irais plus dans du 80-20, c'est-à-dire 80 pour l'État. Pour l'État et 20 pour les populations. Mais je pense qu'après, il a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Et voilà. La violence est le fruit des injustices subies par une majorité de personnes suite au partage illégal du gâteau national. C'est Séverin depuis un SAM qui parle du partage des richesses. Bonsoir à vous sur le plateau. On va prendre votre message. Gisèle, merci de redonner un sens et du poids à cette émission. Je pense que nous ne sommes pas tous coupables. On gouverne un État avec des lois et non avec les discours ronflants et explosifs, comme disait le docteur Guy Parfait-Songuet. Le laisser aller et l'impunité qui ont cours chez nous altèrent littéralement nos mentalités et nous font croire que tout est permis.
Pour voter une loi qui punit, par exemple, le désordre urbain, cela ne demande pas de budget. C'est juste une question de bon sens. Par contre, l'insécurité et les dérives morales tirent leur source des frustrations dont sont victimes les plus faibles, d'une part, et d'autre part, de la décrépitude de nos deux sous-systèmes éducatifs. La morale n'est plus enseignée. Par exemple, Didier Mao, qui nous rappelle, c'était là le premier coup lorsqu'on arrivait à l'école à notre époque, une solution. Bonsoir, nous sommes tous coupables. Voilà les vieux pères qui sortent avec les filles de 16 ans. Regardez, on appelle quoi, les sugar daddy. Voilà, regardez comment les mères aujourd'hui s'habillent. Il n'y a plus de modèle. Chaque jour, Muriel Blanche a fait ceci, tel a fait cela. Est-ce qu'on a déjà reçu un jour le plus jeune bachelier au palais? Ah, d'accord. Les professeurs qui s'asseyent dans les bars avec leurs élèves, combien de bars sont presque dans les établissements? On a évoqué cela hier. Et même les bars qui sont dans le voisinage des écoles. Après les noms des écoles, il y a UV, unité de valeur, c'est le nom d'un bar. Il y a rectorat, c'est le nom d'un bar. Vous avez amphi, c'est le nom des bars. Ça dit que... Amphi 1003. Amphi 1003. 1004, à l'université où les gens buvaient le matango. C'est le nom d'un chapalo. Oui. D'accord. Une solution, c'est qu'il faut renvoyer les femmes à leur rôle premier. C'est d'être les femmes au foyer, je n'en sais rien. Les femmes préfets, les femmes colonels, les femmes commissaires, les femmes qui travaillent dans les grandes entreprises, qui rentrent à 23 heures, qui vont en mission tout le temps, rentrer à la maison, les femmes, c'est ce qu'il dit, n'a pas signé son message. Bonsoir, le grand soir. Qu'est-ce que vous dites? Sans langue de bois, Jean-Jacques, nous ne sommes pas tous coupables au même titre. C'est ce que le docteur disait tout à l'heure, je crois que j'aime également. La très grande majorité des Camerounais sont d'abord victimes de la pauvreté structurelle, de l'insécurité alimentaire, du chômage, de la peur, de l'impunité qui protège les vrais puissants. Mais nous ne sommes pas tous innocents non plus. Chaque sac poubelle jeté dans le caniveau, chaque pot de vin donné à un agent, chaque silence face à une adolescente exploitée dans le quartier, chaque vote ethnique ou clientéliste contribue même modestement à entériner le système. La bonne nouvelle, les comportements individuels et collectifs sont les seuls leviers que la majorité des gens contrôlent encore. Changer sa propre attitude, ne pas jeter par terre, dénoncer un proxénète du quartier, s'inscrire et voter consciemment, participer à une association de quartier est à la portée de chacun et cumulé à l'échelle de Yaoundé, plus de 3 millions d'habitants, cela peut créer une pression réelle sur les maires et même le MINAT. La mauvaise nouvelle, sans réforme profonde de l'État, justice indépendante, décentralisation financière, fin de l'impunité des puissants, les efforts citoyens resteront limités et frustrants. Goldfinger Max depuis Essos, merci pour cet exposé. Bonsoir le grand soir. Quand on parle des jeunes, nous devons pouvoir catégoriser. Quand nous voyons la composition de votre panel, on se pose la question, si vous êtes aussi jeune Camerounais, l'État ne donnera pas un emploi à tous les Camerounais. Les jeunes de l'Ouest l'ont bien compris. Ils ne parlent pas de chômage ou de précarité. Ils sont travailleurs, viennent depuis Yaoundé. Il y a d'autres jeunes qui sont travailleurs qui ne sont pas de l'Ouest. Oui, aussi. Hein, il y a des jeunes chômeurs. Mais qu'ils parlent d'autre chose. Peut-être pas toujours en termes de ceux qui attendent, comme on dit dans une certaine communauté, les Mayangatara. Voilà, on s'est compris. On attend toujours qu'on leur donne quelque chose. Oui. J'ai une petite anecdote avant de rebondir. Il y a beaucoup d'anecdotes ce soir. Au niveau déjà du bon. Jean-Jacques, je me retrouve un jour à Douala, quelque part. Et une personne me demande, tu habites quel quartier? Je dis PK13. La personne, hey, tu fais quoi là-bas? On s'attendait à ce que je dise Bonanjo, Bonamoussadi. Vous savez pourquoi? Parce qu'à PK13, c'est le désordre là-bas. No Man's Land. Hein? Il n'y a rien à tracé. Il n'y a pas un véritable plan d'urbanisation. Il y a des constructions anarchiques. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous voyez, en ce moment-là, l'État laisse. Les gens vont aller construire au niveau des zones interdites. C'est lorsqu'il y aura éboulement, vous allez voir des ministres venir, on va dire le préfet descendre. Qu'est-ce qu'on a fait pour empêcher cela? C'est pourquoi je dis... On ne sait pas anticiper. Oui, on ne sait pas anticiper. Vous voyez, c'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais l'État, le pouvoir central, a
un très grand pourcentage dans cela. Donc on ne va pas dire que non, c'est du 50-50. Comme mon collègue a parlé de 80-20, moi je vais même dire 90-10. Donc ce désordre-là est aussi dû au fait qu'on laisse tout. Chacun fait ce qu'il veut, il conçoit où il veut. Quand je parle de pauvreté, on ne va pas exclure la pauvreté. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir un bon lopin de terre. Il va donc regarder un endroit. Mais qui ne cherche pas un bon lopin de terre. Il cherche le lopin de terre qui correspond à ses moyens. Il n'a même pas les moyens là. Il va regarder, il va dire que bon, de ce côté-là, apparemment, personne ne contrôle. C'est abandonné. Il ira là-bas et lorsqu'il y aura problème, c'est là que vous allez voir les ministres venir et dire que non, on ne doit pas. Qu'est-ce qu'on a fait pour éviter cela? Donc moi, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Alors, on a donc la convocation de l'État régulateur de façon absolue à Nice. Là, on a parlé des masses médias tout à l'heure. Il y a quand même un laisser-aller incroyable au Cameroun. Oui, nous sommes d'accord que les dérives sociétales que nous évoquons aujourd'hui sont les conséquences de la mondialisation. Parce que quelqu'un a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure, c'est un effet de mondialisation. Mais il faut évoquer effectivement le rôle régulateur de l'État. Qu'est-ce que l'État fait pour réguler cela, pour que nous n'arrivions pas aux dérives? Qu'est-ce que l'État fait pour réguler cela, pour que nous n'arrivions pas à des extrêmes? Et c'est là qu'il faut véritablement situer le rôle de l'État. Parce que voyez-vous, dans un pays, on ne peut rien construire s'il n'y a pas une norme. Et c'est la norme qui définit, c'est-à-dire le cadre dans lequel toutes les personnes ou alors toutes les populations devraient se reconnaître. Mais si on se rend compte qu'au niveau même de l'État central, au niveau même du gouvernement, on se rend compte que rien n'est normé. On se rend compte que, en fait, lorsqu'on observe, il n'y a pas de coordination dans ce qui est fait. Lorsqu'un ministre mène un acte ou alors pose un acte, un autre ministre fait une sortie pour mais le ministre de la Santé dit stop au chicha. Voilà. Un autre ministre dit non, ce n'est pas de ton domaine. Mais on se pose la question, est-ce que ces ministres-là sont véritablement là pour servir les populations ou alors sont là pour servir leurs intérêts propres? Je crois que la deuxième hypothèse est la plus plausible. Parce que, regardez un seul instant, je n'ai rien contre ces deux ministres. Hein. Vous avez vu, lorsque vous parcourez les rues de Yaoundé tous ces derniers temps, vous allez vous rendre compte que les poubelles jonchent les rues. Mais il a fallu que le ministre Laké fasse une sortie ou alors convoque les magistrats municipaux de Yaoundé pour leur donner au moins le matériel de nettoyage. Pour que le MINDU sorte pour dire qu'aucune action déconcertée ne peut produire des résultats. Mais on est en droit de se poser la question, est-ce que véritablement... Le MINDU a organisé quelque temps avant les états généraux de la gestion des déchets. Voilà, j'ai envie de poser la question, qu'est-ce que ces états généraux-là nous ont produit de positif pour que ces déchets-là soient enlevés? Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est-à-dire les populations, comme je le disais tout à l'heure, sont abandonnées à elles-mêmes et elles sont à même de développer des moyens de survie. C'est la raison pour laquelle nous arrivons à tous ces brouhaha, à tous ces désordres que nous avons aujourd'hui. Donc je crois que l'État doit reprendre son rôle régulateur pour permettre à ce que les populations se sentent non seulement en confiance, mais sachent exactement ce qu'il faut faire. Je crois que mon voisin tendait tout à l'heure à dédouaner l'État en disant que non, c'est-à-dire tout le monde devrait mettre la main à la pâte. Je suis d'accord. Oui. Mais sauf que si l'État central ne montre pas ce qu'il faut absolument faire, on n'aura pas, c'est-à-dire la main mise sur les éléments à prendre en compte, on n'aura pas les éléments même qui permettent à ce qu'on arrive... L'échelle de priorité. L'échelle de priorité, merci. Donc, il est normal que nous arrivions à ce genre de choses-là quand il n'y a pas de régulation. Et lorsque nous avons, par exemple, un président de la République qui fait un discours le 31 décembre et qui nous dit « je vais remanier dans quelques jours », et que sur les réseaux sociaux, on entend, c'est pas moi, certaines personnes disent les jours à venir, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an. Mais on a angoisse de se poser la question, mais où allons-nous? Le président de la République a gagné une élection. On s'attendait à ce qu'au lendemain de sa victoire, qu'une équipe gouvernementale soit désignée. On dit qu'il est pris en otage, on vous dit qu'il est coincé, à la guerre des réseaux, ainsi de suite. C'est des messages qui résonnent mal de dire qu'un chef de l'État est pris en otage. Monsieur Jean-Jacques Zé, je pense que cela n'est pas possible.
je pense que cela n'est pas possible que le chef de l'État soit pris en otage. Le chef de l'État nous a toujours habitués au fait à adopter, c'est-à-dire une posture de pourrissement. Permettez-moi l'expression. Ça veut dire qu'il y a une situation, il attend que les populations, c'est-à-dire se mettent à parler et que les populations se taisent pour qu'ils réagissent. Et c'est la raison pour laquelle nous arrivons à ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons le un présentera gouvernement finalement comme le sauveur. On dit, enfin, il est arrivé. Il fallait qu'il arrive. Et on s'habitue à cela et on trouve cela normal, alors que ce n'est pas un fonctionnement normal. Le silence présidentiel. Oui, ils ont fait les thèses, le silence présidentiel, cela n'engage que eux. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que la population croupit sous le poids de la misère. Et si rien n'est fait pour que nous arrivions à une situation où, c'est-à-dire la population peut retrouver un sursaut d'éveil, où la population peut retrouver un sursaut, c'est-à-dire de conscience, pour permettre à ce qu'elle se prenne en charge elle-même, je crois que nous allons arriver à d'autres dérives. Parce que, voyez-vous, nous avons une élection qui est proche. Mais on se rend compte que lorsqu'on demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales, ils demandent pourquoi le faire. Alors que nous devons envoyer les députés à l'Assemblée nationale pour réguler, pour contrôler l'action gouvernementale. Lorsque nous demandons aux gens de s'inscrire sur les listes électorales pour voter, c'est-à-dire utile, on se rend compte qu'ils sont refacés à cela. Donc, je crois qu'il y a aussi une éducation populaire qu'il faut actionner pour que les populations sachent exactement quel est leur rôle et quelle est surtout leur responsabilité pour que nous ayons un État mieux construit que ce que nous avons aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on s'est bien compris, Tommy, parce que on a semblé interpellé le rôle de l'État, voilà, que tu semblais dédouaner un peu. Je dis et je réitère mes propos en ceci que l'État est responsable de l'ordre. L'État doit créer cet environnement normatif. Et je ne peux pas me permettre, du haut de mon âge, de dire en pleine télévision qu'il n'existe pas de normes. C'est archi faux. Les normes existent, nous ne les respectons pas. Est-ce qu'on les applique d'abord? Les normes existent dans tous les milieux, dans tous les lieux, dans tous les corps de métier. Dire que ça n'existe pas, je m'inscris en faux. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Que les établissements scolaires soient presque trempés dans les bars. Il y a une indiscipline. Oui. Si on va dépoussiérer un certain nombre de normes, vous remarquerez que tout a été couché, tout a été écrit. Mais des gens de l'application des normes. Tout à l'heure, tu venais de prendre un exemple qui nous a fait tous rigoler. Tu as oublié peut-être d'ajouter un volet qui interpellait le ministre Santé. Comment vous allez parler d'hygiène et salubrité sans interpeller le département? C'est pourquoi dans mes propos liminaires, vous n'êtes pas rentré dans ces joutes-là. Dans mes propos liminaires, j'ai bien dit que ce thème convoquait une approche pluridisciplinaire et qu'il est difficile pour nous d'être péremptoires. Je n'ai jamais en aucun cas ici dédouané l'État. Même dans mes illustrations, mes images, je vous montre les failles de comment les normes sont là. Comment vous pouvez expliquer qu'un certificat de nationalité qui coûte 1500 francs, c'est-à-dire que des hommes se mettent en bande organisée, je n'ai rien contre vous, mes frères, on parle, et vous prélevez 3 fois plus que l'État. C'est des réalités. Qu'est-ce que les gens gagnent à ce que, par exemple, la CNI, quand le MINFI se bat à démontrer que quand vous avez payé vos 10 000, c'est bien, allez établir, et qu'aujourd'hui, des gens sont en train de faire des CNI à 20 000, à 22 000. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y avait pas un environnement normatif. Il y avait un environnement. Mais des gens ont développé, n'est-ce pas, ce que moi j'appelle la banalisation. On a banalisé les lois. On a banalisé un certain nombre de choses. C'est l'artiste Papillon qui dit que les lois sont devenues des loisirs. Voilà, je n'ai pas loupé l'église, je n'ai pas loupé la défense, je n'ai pas loupé le ministère Santé, je n'ai pas loupé. J'ai des scènes où mon épouse est en train de mourir. Et on ne voit même plus le signal qu'ils voient dans ce qu'on appellera vulgairement la télé. Bon, je fais exprès pour arracher un sourire à ceux qui... Tout est arrêté là qu'elle est en train de passer des vies à trépas. Le premier réflexe des gens que j'ai autour, je n'ai pas envie de nommer cet hôpital, c'est de vider tous les cartons des produits. Moi, je me couche sur elle, homme de prière,
miracle, elle revient à la vie. Et quand je veux donc reconsidérer tout ce qu'il y avait tout les autour, médicaments sont à partir. tous les médicaments ont disparu. Vous trouvez ça dans tous les corps de métier. C'est la raison pour laquelle j'ai dit l'État, on est dans un ensemble de conséquences. Dans ses responsabilités régaliennes. Comment en est-on arrivé là? L'État, la fissure est... Je le dis en 30 secondes. Oui. L'État est responsable de l'ordre, de veiller sur cet environnement normatif. On ne peut pas dédouaner l'État sur ces détails-là. Les pourcentages, je ne m'aventure pas. Mais maintenant, nous avons des responsabilités, chacun pour sa part, où nous devons accompagner cet État. C'est pourquoi j'ai mis l'emphase sur les démissions qui se sont orchestrées. Et maintenant, en guise déjà de... Le crédit aura étant limité, en guise déjà de solutions, de voies de sortie, il faudrait rapidement que nous prenions conscience au niveau de 3 systèmes. Tous les pays dans le monde ne rigolent pas de ces 3 systèmes. Ou bien ces 3 puissances, qui est le religieux et la religion, le parti politique, l'école et l'université avec. Ces 3 pouvoirs, j'ai l'impression qu'on s'amuse. J'ai souvent entendu même dans des plateaux, on dit d'enfermer les églises, ça nous apprend. Non. La religion a un rôle. Le prêtre, le pasteur, le rabbin a un rôle. Or, si à partir de son pupitre, lui qui doit apporter une action d'influence positive, commence à apporter une action négative. Appelez-le diable. C'est un problème. Par exemple. C'est un problème. Et vous allez voir des gens garder les femmes d'autrui de 8 heures au nom de ce qu'on prie Dieu. De 8 heures à 16 heures. On aime tellement Dieu. On aime trop Dieu. Je m'excuse. Je suis homme d'église quelque part. Ok? Mais je trouve ça abominable. Que vous voulez prêcher, vous voulez communiquer un message. Vous prêchez pendant 2 heures. C'est de montrer même que 15 minutes sont suffisants. À la 30e minute, vous coupez vos propos. Mais vous bombardez la prédication au nom d'un certain nombre de versets bibliques. Et le monsieur, quand il veut revendiquer sa nourriture à 12 heures, à 13 heures, on trouve qu'il est possédé. Ça doit se corriger tant chez les catholiques, chez les protestants, les néo-protestants. C'est dans ce sens que j'ai dit, l'État peut réguler, peut jouer son rôle de mettre les normes, comme c'est le cas. Mais veillons aussi nous-mêmes à respecter les normes. Même si tu n'as pas honte à un moment dans la rue, cache-toi dans un lieu convenable, même si on n'était pas trouvé des toilettes publiques. Cache-toi dans un lieu convenable et fais ce que tu dois faire. Alors quand on arrive au stade où on est, je sors par là, on est dans la démocratisation de la banalisation. Tout est devenu banal. On banalise tout. Mouf coule comme l'eau, imbécile coule comme l'eau, tout est banalisé. Il y a même pire. On est assis en plein télé parfois. On est content de voir des gens qui bagarrent et on dit non, ça monte l'audience. L'audience est montée. Ah ouais, vraiment ton émission là, c'était pas chaud. C'était pas chaud. On veut que les gens... Mets-nous le piment. Je peux te dire que je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, regardez comment avec élégance, je n'étais pas d'accord avec au moins 3 personnes sur le plateau. Mais est-ce qu'on a eu besoin vraiment d'arriver aux mains, de s'insulter? J'ai recadré ma position, j'ai nuancé. Et on s'est bien compris. On s'est bien compris. Bonsoir JZ, bonsoir chers panélistes. Je pense humblement que les problèmes d'insécurité, de dérive morale, de désordre urbain ont pour origine la mauvaise gouvernance, l'abandon de l'éducation et des valeurs cardinales. À partir du moment où l'école a été sacrifiée, il faut voir le mode de recrutement dans ce domaine où règne le népotisme, la corruption, le favoritisme. On ne saurait s'attendre à la formation des citoyens honnêtes, justes, consciencieux. Beaucoup d'enseignants arrivent à l'éducation non pas vocation, mais simplement en tant que tremplin. Et surtout que c'est devenu le métier des fiancés ou femmes des gens haut placés, qui ne fournissent aucun effort, aucun sacrifice pour le devenir des enfants à elles confiés. Elle reste une bonne majorité dans l'antichambre de tous les postes de nomination quand elles ne sont pas transférées dans les administrations plus juteuses. À côté de cela s'ajoute la clochardisation des enseignants qui entraîne la perte de motivation, mais aussi la compromission de certains enseignants. En outre, toute
porte à croire que nous sommes dans l'ère de la promotion des scandales, des dérives, de l'injustice, de la malhonnêteté, de l'incivisme. Il n'y a qu'à voir les résultats des grands concours que vous avez cités, avec tantôt des comptoirs plus ou moins ouverts, des guichets plus ou moins fermés. Cet état de choses a pour corollaire la radicalisation des esprits faibles, la montée de l'intolérance et la brutalité, la propagation, l'incivisme. En tout point de vue, vraiment, nous pensons que le système gouvernant actuel ne nous a pas aidés pendant ce demi-siècle. Nous en sommes fatigués. Romuald Ntede, merci, c'était long, mais c'est important qu'on parcourt cela. Bonsoir, le grand soir. Monsieur Zé, la dérive morale est une affaire de ceux qui ont le pouvoir. Les plus grands drogués sont ces détenteurs de pouvoir. Je salue monsieur Samuel Désiré Medjo, receveur municipal. De quelle localité? Manga, depuis Yaoundé. Il en a profité pour saluer un receveur municipal. Donc quelqu'un qui est un peu... C'est aussi une frustration. Vous saluez seulement les gens qui en ont un peu au président de ceci. Bonjour et bon débat. Il y a des receveurs qui savent partager aussi. Oui, peut-être que M. Medjo, envoyez-moi aussi son numéro. C'est bien de dire que les jeunes de telle ou telle région travaillent, mais on oublie de dire que c'est eux qui sont responsables de tout le désordre que les villes connaissent actuellement. Ils conduisent des vieux véhicules sans CNI ni permis de conduire. N'en parlons pas du dossier des véhicules. Et c'est eux qui revendiquent les routes sans payer les impôts, etc. Ils envoient les petits-enfants en route sous le couvert de la débrouillardise. Ah, et là, c'est un peu le ping-pong. Hein. Chacun a... Bonsoir, heureux de vous écouter. Et salutations à mon grand ami, M. Mbega. Pour nous qui avons connu le système scolaire avertois, c'est nous là. Ne pensez-vous pas que la venue de certains établissements sans implication administrative réelle de l'État pour leur suivi, je voudrais prendre l'exemple palpable du collège TEPAP, à l'époque avec tous les élèves qui s'inscrivaient là-bas, parce que le contrôle n'était pas strict et du fait que dans les lycées classiques et bilingues, voire techniques, tout était vissé. Ne pensez-vous pas que la dérive scolaire viendrait aussi de là? Salutations au pasteur Gislain de Pungaoundéré qui pense aujourd'hui qu'on crée des établissements justement pour le commerce.